Est-ce qu'en Teams, vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous Oui, plaît? oui. Super, super, merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être venus dans l'atelier 5. Bienvenue dans cet atelier. Alors, je vais, avant de me présenter, peut-être juste rappeler des consignes pour le bon déroulement de notre atelier, puisqu'en fait, on a une partie des participants qui sont présentiels dans cette salle. Donc, de vous demander de couper vos téléphones portables et puis de poser vos questions à la fin de la présentation. Et puis pour ceux qui sont en Teams, est-ce que vous pouvez bien couper vos micros, s'il vous plaît? Et vous pouvez poser les questions via le chat de Teams, puisqu'on a une modératrice qui va pouvoir répondre à vos questions directement dans le chat. Donc, comme je disais, merci à tous de participer à cet atelier sur le Fonds pour une transition juste. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Élodie Garidou, chef de service adjointe sur le service transition juste écologique et énergétique de la direction des affaires européennes. Donc, comme on s'est organisé récemment, on a souhaité vous présenter notre nouvelle organisation. Donc, cette direction des affaires européennes est dans la direction générale de l'Europe et de la coopération méditerranéenne à la région. La direction des affaires européennes est dirigée par Elisabeth Chabot. Et puis, donc, on a une direction déléguée FEDER qui comprend 3 services. Le service recherche, développement et numérique, qui est dirigé par Laure Scarbeck. Et puis, le service ingénierie financière, qui est dirigé par Rémi Valentin. Et enfin, le service auquel nous appartenons, donc Héloïse Leclerc, moi-même, et puis on a également Lucie, Sonia et Sarah sur le service transition juste écologique énergétique, dont le FTJ est traité au sein de ce service. On a également le service développement territorial intégré qui, comme son nom l'indique, va regrouper toutes les thématiques territoriales telles que vous connaissiez certainement les investissements territoriaux intégrés sur la politique de la ville, mais également la partie rurale qui est nouvelle, et puis le massif alpin. Ensuite, on a le service FSE, et puis un nouveau service d'appui à la gestion européenne qui va traiter plus les questions d'appui, de méthodologie, et puis juridique également sur certains aspects. Voilà, donc on vous présente le nouvel organigramme de notre direction qui comporte à peu près une 50aine de personnes aujourd'hui. Concernant donc la nouvelle architecture du programme 21-27, elle vous a été présentée rapidement ce matin. Je voulais juste vous présenter cette diapositive pour vous montrer un petit peu où on se situe par rapport à ce nouveau fonds pour une transition juste dans l'architecture. Donc l'architecture est centrée autour de 4 grands objectifs stratégiques. Un qui est lié à l'Europe plus intelligente, donc tout ce qui est, je ne sais pas si je vais revenir dans le détail peut-être, mais en tout cas, c'est la priorité liée à tout ce qui est la recherche, le développement, l'innovation et le numérique. On a l'Europe plus verte, donc tout ce qui est en vert, hein, c'est le service transition juste écologique énergétique qui s'occupe de cette nouvelle OS 2, donc avec... Ah, désolé, on a un petit souci de présentation. Alors, excusez-moi. Il voit cet écran-là, en fait. Là. Il ne voit pas celui-là. T'arrêtes le partage. Ah, il faut sortir ce partage, d'accord. J'arrête et on reprend sur le... Ah non. Là, tu laisses en bas. Je vais me mettre là. Ici, on le voit bien. Je vais demander... Ah, c'est pas grave si c'est que mon écran. C'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi, donc... Non, je ne peux plus l'avancer là. Je peux plus l'avancer. Ah, il avance en haut. D'accord. Bon, en fait, il faut que je regarde. Bah voilà. Hein. Et mais par contre, ouais, voilà. C'est plus simple. Oui, mais en fait, il faut que tu vois. Non, mais il faut que tu vois. Pas très pratique. Excusez-nous, on a un petit souci de présentation, mais ça va se régler. Ça bouge pas.
Donc, on va juste attendre que les personnes en Teams nous valident, enfin nous disent que c'est bon pour la présentation. C'est bon, super. Voilà, donc j'en étais, oui, à évoquer donc toute l'objectif stratégique Une Europe plus verte, qui est donc géré par le service Transition juste écologique énergétique et qui comprend un certain nombre d'objectifs spécifiques, notamment sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Tout ce qui est adaptation au changement climatique est une nouveauté de ce programme 21-27 et l'économie circulaire également. Et puis, on a également un objectif spécifique sur la mobilité durable. Voilà. Ensuite, on a donc tout ce qui est Europe plus sociale, c'est le FSE qui gère cet objectif stratégique, avec tout ce qui est entrepreneuriat, qui est aussi une nouveauté, orientation, égalité d'accès, formation continue et santé, qui est également une nouveauté. Et puis, enfin, on a l'objectif stratégique qui est lié à l'Europe plus proche des citoyens et qui est géré par le service de développement territorial intégré, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec la priorité 5 et donc les zones urbaines, les zones rurales et puis évidemment tout le massif des Alpes, qui est l'ancien POIA, pour ceux qui connaissent bien le 14-20, le programme 14-20. Donc, nous, le Fonds pour une transition juste, c'est un nouveau fonds qui fait partie d'un objectif stratégique à part et d'une priorité 7 avec un objectif spécifique unique, voilà, qui est transition vers une économie neutre pour le climat. Donc, on a également fait apparaître les montants. Sur le FTJ, on a 142 millions d'euros. Voilà, à peu près pour l'architecture globale de notre nouveau programme. Alors, pour présenter le Fonds pour une transition juste, qui est un nouveau fonds, juste préciser un petit peu le cadre. D'abord, on s'inscrit bien sûr dans le plan d'investissement pour une Europe durable et le pacte vert pour l'Europe, et qui a permis d'aboutir à la création d'un mécanisme pour une transition juste qui comprend 3 grands piliers, dont le FTJ est le premier pilier, donc ce Fonds pour une transition juste qui donc s'appuie sur un système de subvention. Mais il y a également 2 autres piliers, avec un fonds d'investissement et avec également la facilité de prêt sur le secteur public. Voilà. L'idée de ce fonds pour une transition juste, c'est de pouvoir aider les régions les plus touchées par la transition, et notamment par leur dépendance aux combustibles fossiles, des procédés industriels fortement émetteurs en gaz à effet de serre. L'objectif, donc, c'est de faire face aux conséquences de la transition, notamment les conséquences sociales, mais économiques, également environnementales, bien sûr, et pour permettre donc cette transition neutre pour le climat et circulaire également, d'ici à 2050. Voilà, donc la notion de transition juste, elle regroupe bien sûr la transformation de l'économie en une économie neutre et circulaire, mais également une économie sociale et inclusive, d'où la notion de transition juste. Alors, le Fonds pour une transition juste s'appuie sur un plan qui est territorialisé, que chacune des autorités de gestion en France a dû établir sur son territoire, sur le territoire qui était éligible, bien sûr. Donc, on a analysé sur l'ensemble de la région les paramètres d'émissions de gaz à effet de serre, de population, de PIB, etc., pour définir un territoire qui a été identifié, là, que vous pouvez voir apparaître, qui est en fait le département des Bouches-du-Rhône et les 119 communes de ce département-là. Et la stratégie locale qui a été établie dans notre plan de transition juste, c'est bien d'accompagner la transformation, la reconversion et la diversification économique des activités industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre du département des Bouches-du-Rhône, tout en préservant bien sûr les emplois, puisque c'est le but pour compenser les effets de la transition. Attention, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas encore validé, puisque notre plan de transition juste est en cours d'analyse par la Commission. Ça a été dit ce matin, mais je préférais le repréciser ici. Alors, je vais vous donner quelques éléments sur le plan de transition juste. Tout d'abord, les filières qui ont été ciblées, qui sont les filières les plus émettrices de gaz à effet de serre, donc tout ce qui est mécanique et métallurgie, chimie, pétrochimie et fabrication de produits minéraux non métalliques.
Et puis également des secteurs qu'on a identifiés où la diversification économique peut être vraiment mise en œuvre, où il y a un potentiel en tout cas de diversification. Donc tout ce qui est production énergétique renouvelable et de récupération, économie circulaire, recherche, développement et innovation. Voilà les grandes cibles de notre PTJ. Sachant que ce qui était aussi important de vous rappeler ici, c'est qu'on va vous présenter aujourd'hui que le volet économie nette et circulaire, dont la région est autorité de gestion pour le Fonds de transition juste. Alors qu'il y a également une autre partie qui est très importante, qui est tout le volet économie sociale et inclusive, qui est porté par l'État et notamment par la DREETS, et qui représente un montant de 63 millions d'euros. Voilà, donc c'est Aude Lahaine qui s'occupe de ce volet-là. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots ou... Qu'on serait également autorité de gestion, mais rappeler que notre diagnostic est totalement partagé et que la différence peut-être, c'était que la perte d'emploi ne se situait pas forcément sur les zones qui relevaient des activités industrielles. Donc, on a tout fait pour avoir un plan d'action cohérent, alors qu'on n'avait pas forcément dans le diagnostic des constats totalement similaires. Et voilà, donc nous, on restera, je m'arrête là, sur la formation, reconversion des salariés, accompagnement des demandeurs d'emploi vers ces métiers-là, pas uniquement l'industrie, mais également l'économie circulaire et les métiers verts et verdissants. Oui, c'est important de préciser, comme tu l'as dit, qu'on a travaillé voilà, ensemble depuis le début, autant sur les étapes de diagnostic que de plan d'action et de secteurs ciblés. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le détail sans trop en donner non plus, hein, parce qu'on n'est pas du tout avancé et que ce n'est pas validé, mais juste pour vous donner quand même des éléments de projection, si vous avez d'éventuels projets ou voilà, pour que vous ayez une vision plus claire. Donc, en termes d'éléments que l'on souhaite soutenir, il y a tout ce qui est amélioration des capacités de recherche, d'innovation et d'utilisation des technologies de pointe pour amorcer cette transition industrielle. Donc, ça va être essentiellement centré sur la recherche et le développement, sur l'éco-conception et l'éco-production industrielle. L'idée, c'est vraiment de transformer ces productions et donc forcément, l'étape amont, qui est celui de la recherche et du développement et de l'innovation, est important. Donc, comme exemple, on a précisé, par exemple, les éléments de recherche sur les matériaux issus des sous-produits industriels, matériaux biosourcés, béton, ferraille, ou sur les process de fabrication et de recyclage. Voilà, donc là, c'est vraiment l'étape recherche-innovation. Ensuite, on a un gros volet qui va consister à massifier l'usage des technologies, des systèmes et des infrastructures pour les énergies les moins polluantes. Donc, on a un volet sur les procédés industriels, donc améliorer ces procédés sur le plan énergétique. Par exemple, l'optimisation des procédés avec des nouvelles technologies qui permettent une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre, mais également tous les volets infrastructures et équipements d'énergie renouvelable et de récupération dans l'industrie. Donc, production, stockage, distribution d'énergie renouvelable et de récupération. On pense notamment à l'hydrogène vert, à la vapeur éventuellement. Voilà, il y a d'autres. On vous a donné quelques exemples, mais c'est un petit peu plus large que ça. Attention, attention, vous allez voir, il y aura beaucoup de warnings pendant cette présentation. Attention, attention, il faut justifier bien sûr de la création d'emplois ou d'une diversification économique. Ça reste vraiment le but du FTJ, c'est bien de compenser les effets de la transition. Donc, il doit y avoir création d'emplois ou diversification économique. J'ai mis une petite cloche aussi pour préciser que ça fait partie des premiers appels qu'on ouvrira. Hein. On compte ouvrir les appels en 2022 sur cette thématique-là. Ensuite, on a un volet qui est plus qui concerne la décontamination, la réhabilitation des sites industriels pollués directement par la transition. Hein, il faut que ça soit vraiment lié à la transition. Donc, par exemple, des démantèlements d'équipements industriels, des réhabilitations de friches, par exemple pour de la production énergétique bas carbone, ou alors carrément de la restauration écologique de friches industrielles. Attention, attention. Le principe de pollueur-payeur s'applique bien sûr, donc les interventions ne pourront être réalisées uniquement sur les sites orphelins où le pollueur n'est plus identifié ou n'existe plus. Ou voilà. Ensuite, l'objectif est de renforcer l'écologie industrielle et territoriale et l'économie circulaire.
Donc là, l'objectif, par exemple, ça va être de travailler sur des infrastructures ou des équipements de valorisation de déchets industriels, par exemple les textiles ou les matières biosourcées, ou également le recyclage de ferraille issu des navires, par exemple. Attention, la valorisation énergétique des déchets seuls n'est pas éligible, hein, ce n'est pas l'objectif. Là également, on envisage d'ouvrir un appel en 2022. Alors, on voulait revenir un petit peu sur les bénéficiaires ciblés. La priorité sur le Fonds pour une transition juste, c'est les petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont autorisées, mais doivent faire figure d'exception. Et l'investissement productif dans les grandes entreprises est soumis à 5 conditions qui sont cumulatives. Donc, il faut bien répondre à ces 5 conditions. Alors, tout d'abord, être localisé en zone de région assistée, hein, c'est ce qu'on appelle les zones, notamment les zones d'aide à finalité régionale. Donc là, il y a un décret qui devrait sortir, mais qui n'est pas encore sorti, avec toutes les zones d'aide à finalité régionale de l'ensemble de la France. Il faut également que le soutien concerne des actions nécessaires à la mise en œuvre du plan pour une transition juste. Contribuer également à la transition vers une économie neutre pour le climat. Donc ça paraît une évidence, c'est quand même important de le rappeler. Nécessaire à la création de l'emploi sur le territoire et évidemment ne pas entraîner de délocalisation. Voilà, là, attention encore une fois, toutes les entreprises en difficulté telles que définies dans le règlement indiqué ne sont pas éligibles. Alors, quelles activités ciblées? On a déjà évoqué hein, les grandes activités qu'on envisageait dans notre plan de transition juste, mais c'était important également de bien repréciser à ce moment-là que c'est bien la diversification et la reconversion des activités industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre qui sont ciblées. Mais attention aux exclusions. Tout ce qui est investissement lié à la production, à la transformation, au transport, à la distribution et au stockage de combustibles fossiles n'est pas éligible. Pareil pour le démantèlement des centrales nucléaires et puis tout ce qui est évidemment production liée aux produits du tabac. Alors, on voulait également faire un petit focus sur toutes les activités qui sont soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont liées à la directive de 2003. Donc, c'est tout ce système d'échange de quotas. Il concerne, alors je vous ai donné un certain nombre d'exemples d'activités, par exemple la production de fonte d'acier, les métaux ferreux, non ferreux, clinker, etc. C'était juste pour vous repréciser les types d'activités qui sont concernées par les échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si jamais vous êtes dans ce type d'activité-là, il va falloir, pour éventuellement bénéficier de FTJ, respecter 3 conditions cumulatives liées à ce système d'échange de quotas. La première, c'est de justifier bien sûr de la contribution à la transition pour une économie neutre pour le climat. Mais point très important et le plus délicat à mon sens, c'est aussi de contribuer à une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en deçà des critères de référence pertinents établi pour l'allocation gratuite de quotas. C'est peut-être un peu du chinois ce que je vous dis, mais en fait, il existe un référentiel de 54 substances. Enfin, ce n'est pas des substances, en fait, c'est des unités de production qui ont été faites avec un benchmark à l'échelle européenne et les 10% des meilleurs exemples européens ont donné lieu à une position de référentiel. Donc, en fait, si vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre de manière importante par rapport à une situation initiale, ce qui est important, c'est bien de rentrer dans ce référentiel-là,
même si vous faites, vous, une grosse réduction d'émissions, si vous ne rentrez pas en dessous du référentiel, vous ne pourrez pas demander de FTJ. Alors ça, c'est un point très important. Donc, c'est bien le référentiel de 2021, hein, qui est assez récent, 12 mars 2021. Donc, je vous invite à aller le consulter en ligne, hein, sur Légifrance, et vous verrez les référentiels qui ont été établis. Et ensuite, il y a un troisième critère qui est la protection d'un nombre significatif d'emplois, hein. Vous verrez que ça revient, voilà, ça revient tout le temps, mais c'est important de le repréciser sur ces catégories, en tout cas, d'activités soumises à quota. Alors, le taux d'intervention qui est envisagé, alors les règlements permettent d'aller jusqu'à 70% sur notre région. Toutefois, là, c'est important de vous alerter, ce maximum de 70%, en fait, reste théorique, puisque lorsque vous rentrez dans la réglementation sur les aides d'État, bien c'est cette réglementation qui s'impose, bien sûr, et qu'il est nécessaire de bien respecter. Alors, il peut se passer deux cas de figure. Soit votre opération entre dans un régime d'aide exempté de notification, donc qui est cadré, qui fait lieu à un certain nombre de conditions. Et là, le taux d'intervention est fixé par le régime. C'est le régime, vous allez voir dans le régime si vous rentrez dedans et quel taux d'intervention vous est possible par rapport à votre projet. Ou alors, s'il n'y a pas de régime dans lequel vous pouvez entrer, dans ce cas-là, il va falloir notifier votre demande d'aide à la Commission européenne. Et là, le taux d'intervention sera fixé lors de la décision de notification par la Commission. Voilà, donc cette réglementation sur les aides d'État, si vous êtes concerné, est également très importante à regarder avant de pouvoir regarder si vous pouvez candidater. Ensuite, la date d'éligibilité des dépenses, donc c'est pour le programme, pour l'ensemble du programme, hein, elle est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029. Mais attention, la durée d'éligibilité des dépenses sur les opérations est limitée entre 36 à 48 mois selon les appels à projets. Donc, c'est inférieur à la date d'éligibilité des dépenses du programme, bien sûr. Les modalités de financement du FTJ, en fait, nous imposent de programmer 75% de notre enveloppe avant fin 2023. C'est pour cette raison qu'on va ouvrir les 3 principaux appels à projets dans les années 2022-2023. Voilà, donc on va démarrer fort, on va dire. On va essayer. Enfin, donc les prochaines échéances, donc on publie un calendrier d'ouverture des appels à projets, hein, qui a été présenté, que vous retrouverez bien sûr sur le site internet europe-ma-région-sud.fr. Et puis également, on va réaliser des webinaires de présentation des appels pour chaque appel qui sera ouvert, ce qui vous permettra de poser les questions, de faire remonter peut-être des besoins, des problèmes ou des besoins d'accompagnement, etc. Voilà, donc on fera toujours un webinaire pour l'ouverture des appels, ce qui permet un premier échange. Enfin, on va terminer sur les contacts. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure longuement la direction des affaires européennes, juste voilà, le service transition juste écologique. Et puis, on a maintenant une boîte FEDER FTJ qui sera propre à la gestion du FTJ. Donc, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des besoins, faites-nous parvenir vos demandes sur ce mail. Donc, les 2 référentes sur le FTJ, c'est Héloïse Leclerc à côté et moi-même. Voilà. J'en ai fini. On va peut-être passer aux questions. Bonjour. Tout à l'heure, on a parlé des grandes entreprises. Ah oui, donc Hélène Fossati, service Europe de la métropole Aix-Marseille-Provence, donc au sein de la direction générale adjointe de l'économie, de l'attractivité et de l'emploi. Oui, sur la question des grandes entreprises, donc on a vu les 5 critères cumulatifs pour que les grandes entreprises tentent donc l'éligibilité. Pour le reste des entreprises, donc TPE, PME, est-ce qu'il y a également des critères cumulatifs à respecter ou est-ce que par défaut, c'est analysé au fil de l'eau en fonction des projets? Je me suis fait comprendre, oui.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on a focalisé sur les grandes entreprises vu qu'il y a un niveau d'exigence accru sur les grandes entreprises, mais sur les autres PME, TPE, en fait, ce qui va être important, c'est de respecter les objectifs du FTJ, donc la réduction des émissions, et puis la création d'emplois, et évidemment rentrer dans les thèmes qu'on va ouvrir. Voilà, il n'y aura pas les 5 conditions particulières, et puis voilà. Mais par contre, il faudra quand même justifier de la réponse aux objectifs et des thèmes par rapport aux appels. Sur une question du chat, les collectivités locales peuvent-elles être des bénéficiaires du FTJ? Oui. Il n'y a pas que les entreprises. Oui. Alors après, oui, les collectivités locales peuvent être des entreprises au sens, oui, de l'Union européenne, oui, tout à fait. Mais oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, Emmanuel Weiss, cabinet Ariane Conseil. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez expliqué sur l'obligation de notifier quand on ne rentre pas dans le cas d'une aide d'État. De ce que j'ai compris, mais sans doute j'ai mal compris, on a l'impression que chaque projet doit être notifié à la Commission. Alors en fait, ce qui se passe sur le FTJ, je vais remettre la slide peut-être parce que je suis passée peut-être un petit peu vite. Non, c'est à la fin, pardon. Alors. Là, pardon, voilà, c'est ça. Alors en fait, non, c'est pas là. Voilà, en fait, il y a des régimes d'aide qui sont faits notamment régime environnement, PME. Si vous rentrez dans ces régimes-là, donc en fait, en fonction du projet, c'est du cas par cas. Vous allez voir si vous rentrez dans ces régimes-là. Et là, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Si vous rentrez dans ces régimes-là, vous n'avez pas besoin de notifier votre demande d'aide. Par contre, si vous ne rentrez pas dans le régime, il va falloir que vous notifiez la demande d'aide auprès de la commission. Voilà, après, oui, tout à fait. On est en fait. Oui, parce qu'en fait, la règle, en fait, vous voulez, ce que vous n'avez pas compris, c'est la notification pour chaque projet, c'est ça? Oui, en fait, soit vous êtes hors aide d'État et c'est bon, soit vous rentrez dans les aides d'État, vous êtes dans un régime exempté. Dans ce cas-là, il faut que vous vérifiez les conditions du régime et vous rentrez, donc c'est bon, c'est autorisé. Par contre, si vous ne rentrez pas dedans et que vous n'êtes pas hors aide d'État, il va falloir que vous notifiez à la commission. C'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle doit être notifiée. Elle doit être notifiée par l'État. Mais ce sont des cas relativement limités parce que le premier point est tellement général que la plupart des opérations peuvent y faire référence. Voilà. Bonjour, Raphaël Rinaldi, pôle de compétitivité Cap Énergie. J'ai deux questions, une petite question, un jeu de clarification. Parmi les activités soumises au système d'échange de quotas d'émissions, j'ai vu mentionner l'hydrogène. Je pense qu'on parle d'hydrogène carboné dans ce cas-là, donc la production d'hydrogène renouvelable, enfin bas carbone ne devrait pas être concernée. OK. Et ma deuxième question, c'est on parle de création d'emplois ou maintien d'emplois, et dans les deux cas, est-ce que c'est de la création d'emplois qu'on doit justifier ou du maintien d'emplois sur le territoire? Et dans les deux cas, comment une entreprise elle peut le justifier en phase de montage de projet? Et comment ça va être suivi en phase de réalisation? Parce que c'est vraiment un indicateur clé pour la région, ça c'est clair, pour nous aussi. Mais pour une entreprise, c'est quand même très délicat à soutenir. Oui, alors on n'a pas encore complètement défini comment on vérifiera, notamment au moment du solde, les éléments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en termes de justification,
il y a un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé hein, sur l'emploi. Il va falloir démontrer comment la transition a pu vous faire perdre des emplois ou en tout cas altérer les emplois et comment le projet va permettre de compenser cette perte, soit donc par le maintien selon les cas, soit par la création. Ça dépend vraiment de... Et vous pouvez vous baser sur des données historiques par rapport à vos emplois dans les entreprises. Ou tous les éléments qui sont susceptibles de corroborer vos dires, en fait. Ensuite, sur ce qu'on n'a pas encore précisé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment, au moment... Alors, ça, c'est à l'instruction hein, du dossier. Ensuite, au moment du solde, il peut y avoir des contrats qui soient transmis ou des choses comme ça. On n'a pas encore défini précisément ça, mais vraisemblablement, il faudra quand même fournir des éléments. Voilà, donc c'est vrai que c'est un point très, très important qui peut être un petit peu complexe pour le porteur de projet, mais sur lequel on vous demande toute l'attention. Voilà, donc après, ça peut être tout un tas de données que vous avez en interne. Ça peut être, montrer, par exemple, je ne sais pas moi, la courbe des emplois sur les 15 dernières années. Qu'est-ce que vous avez perdu, qu'est-ce qui est perdu ou qu'est-ce qu'il faut maintenir et qu'est-ce que le projet peut créer. Après, vous pouvez aussi avoir une approche territoriale, hein, sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône en disant voilà, il y a une perte à l'ensemble du territoire. Nous, on s'inscrit, on met tel poids dans ce territoire-là. Voilà, on vous invite en tout cas à réfléchir à ces trajectoires de perte d'emploi, de maintien ou de création et donner des éléments par rapport à l'entreprise concernée. Oui, bonjour, Marc Valentin, Chambre de commerce de Marseille. J'ai aussi une question sur les taux d'intervention. Vous parlez des taux maximum, 70%. C'était la slide qui était. Donc, vous parlez des taux maximum en fonction des régimes. Est-ce que dans les appels, il y aura des taux minimums? J'entends au moment du dépôt du dossier, on pourrait éventuellement demander 70%. Au moment de l'attribution, est-ce qu'il y a des taux limites? Puisqu'après, il peut y avoir des difficultés à trouver d'autres cofinancements. Et si sur un projet où on sollicite 70% et in fine, on n'obtient que 10%, ça peut aussi être bloquant. Est-ce qu'il y a des taux minimums? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, alors en fait, les taux et les planchers aussi, hein, parce que c'est ce qu'on peut faire parfois aussi, c'est donner, pour avoir des granulométries de projet qu'on cible, c'est avoir des montants planchers de FTJ, par exemple, dire par exemple pas moins de 300 000 en FTJ demandés, ça peut être le cas, mais sur les taux, d'aide, non, on n'a pas prévu de fixer des taux minimums. En fait, on analyse votre plan de financement globalement, on regarde les cofinancements, on regarde qu'est-ce que vous demandez, quelle est la part d'autofinancement, etc. En fait, on analyse l'ensemble de votre plan de financement. Donc, on ne donne pas des taux minimums ou voilà. Par contre, c'est vrai que l'instruction va être assez importante. C'est quand même peut être longue et complexe. Et donc, ce qu'on vous demande quand même dans l'esprit, c'est de ne pas demander des trop petits taux de FTJ sur l'ensemble de votre projet. Ça fait beaucoup de travail pour vous, pour nous, pour peu de résultats. Donc, Ah, la différence entre ce que vous demandez et ce qu'on vous attribue. Alors, ça tout dépend des questions qu'on va vous poser à l'instruction. En fait, tout dépend de l'analyse de votre dossier complet. On fait vraiment de l'analyse au cas par cas. Quand je vous dis on analyse votre plan de financement globalement, on va regarder tous les éléments, les ressources, les dépenses, l'autofinancement. Voilà, donc c'est vrai on peut par exemple enlever des dépenses qui sont inéligibles dans votre demande. Et donc forcément, derrière, le taux d'intervention ne sera pas le même. Mais on ne peut pas vous dire entre ce que vous déposez et ce qu'on va vous attribuer, ça ne bougera pas. Enfin, ça dépend de l'instruction et de ce qu'il y a dans votre dossier. On ne peut pas vous dire... Est-ce que je vous ai répondu ou est-ce que ce n'est pas exactement ça? Merci. Donc, Caroline Famille, directrice déléguée FEDER. Notre objectif, c'est quand même de maximiser le plus possible l'intervention des fonds européens, notamment du Fonds de transition juste. Donc là, Élodie et Héloïse vous font voir les taux d'aide publique et c'est notre plafond et c'est notre objectif d'aller au plus haut de ces taux aussi, quoi, hein. Donc, mais ce qui veut dire aussi que si vous avez d'autres cofinanceurs publics, nous, on en tient compte pour calculer ce taux d'aide publique. Donc, si nous, on vous dit ce projet-là,
c'est 30% d'aide publique maximum. Et nous, on va à 30% parce que c'est bien notre objectif aussi d'optimiser et de maximiser l'intervention du Fonds de transition juste. C'est que normalement, les 70% restants, ils ne sont pas couverts par d'autres cofinanceurs publics. Sinon, nous, ça nous met en difficulté aussi vis-à-vis de nos exigences de respect de la réglementation européenne. Voilà, mais en tout cas, on ne va pas fixer des taux minimums, mais on va essayer d'aller toujours au maximum et en étant le plus clair possible aussi dès l'appel à projet. Donc, il y en aura des appels à projet fonds de transition juste, pour bien préciser justement les dépenses éligibles. Élodie, vous parliez tout à l'heure, il y aura peut-être des dépenses qui seront écartées du projet, mais nous, l'idée, c'est d'être aussi le plus clair possible dès le lancement de l'appel à projet, dans le texte de l'appel à projet, pour éviter les malentendus, qui peuvent aussi se préciser en webinaire et ensuite dans l'accompagnement qui est mis en place dès le lancement de l'appel à projet. Mais voilà, que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est bien notre objectif pour que les dossiers soient le plus en amont possible montés de façon à être pleinement éligibles. J'ai une question complémentaire. Est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur ces dépenses éligibles, en ligne générale, de façon générale? Est-ce que ça finance, d'abord, est-ce qu'on parle bien de subventions, pas d'avance remboursable, j'imagine, mais est-ce qu'on finance des CAPEX plus OPEX? Est-ce que les CAPEX, l'investissement, c'est seulement l'amortissement, par exemple, des biens matériels sur la durée du projet, ou c'est l'investissement total? Est-ce que dans les coûts personnels, on peut mettre du RH, des ressources, ou pas du tout? Voilà, si on peut en savoir un peu plus. Nous n'avons pas encore défini tous ces éléments parce qu'en fait, on le fait appel par appel. On commence par regarder l'objectif de l'appel, quelle typologie d'action, et ensuite de ça, on va regarder qu'est-ce qu'on va financer ou pas. Mais globalement, ça va être essentiellement de l'investissement, bien sûr. C'est de la subvention, hein. Le FTJ, c'est de la subvention. Je vous ai dit que c'était le premier pilier du mécanisme. Dans le mécanisme, il y a d'autres outils financiers qui ne sont pas de la subvention, mais le FTJ, c'est de la subvention. Qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Voilà, les régimes d'aide que j'ai évoqués tout à l'heure précisent tout ce qui est dépenses éligibles, pas éligibles, les critères, les conditions auxquelles donc ça va aussi beaucoup orienter ce qui sera éligible ou pas éligible. Mais voilà, il faut attendre qu'on ait travaillé sur nos appels pour répondre. Et donc, du coup, les prochains webinaires par appel permettront d'être beaucoup plus précis sur ces dépenses éligibles. En fonction des besoins. Oui, non, mais les besoins sont une entrée des données, mais on a aussi toute la réglementation qui nous contraint aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments d'entrée, mais on entend bien votre proposition, il n'y a pas de souci. Lounis Mebarek, je représente un Mini Green Power. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée sur cet appel à projet minimal? Et puis, deuxième question, qu'est-ce que vous attendez comme degré ou taux de maturité du projet? Donc, le ticket d'entrée n'est pas encore défini, hein. On ne sait pas si on va en mettre, on va voir, hein. Ça, ce n'est pas encore défini. C'est vraiment travailler appel par appel sur l'ensemble du FEDER. Et la deuxième question, c'était sur la maturité. Alors, il faut qu'on ait des projets matures, parce qu'en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a une durée d'éligibilité des dépenses sur l'ensemble du programme qui est très longue. Mais par contre, par opération, c'est entre 36 et 48 mois. Donc, ça veut dire qu'à un moment où vous déposez, il faut que vous soyez quasi prêt, quoi. On ne peut pas avoir de projet non défini. Il faut que toutes les études amont soient faites. On n'a pas le temps, en fait. Le temps des études amont ne peut pas être inclus dans l'opération, parce qu'en plus, voilà, je vous ai parlé d'investissement, on ne financera pas les études. Voilà. Donc ça, c'est un point important aussi. Oui, voilà. Alors par contre, par rapport au régime d'aide, il y a l'incitativité qui est un point important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer votre opération par... En fait, il ne faut pas que vous ayez commencé votre projet avant d'avoir demandé de l'aide publique. Voilà. Et donc, Ah bah oui, c'est sûr qu'il faut jongler, voilà.
Oui, enfin, sur l'incitativité, c'est aussi important. Maturité, très important parce qu'on a des objectifs, hein, des objectifs de consommer très rapidement, en plus le fonds de transition juste. Donc l'incitativité, c'est la règle qui veut qu'on demande toutes les aides publiques nécessaires à la réalisation d'un projet avant le démarrage de celui-ci. Ce n'est pas forcément à la région, mais il faut effectivement avoir une vision bien globale du coût du projet et du montant d'aide publique nécessaire à sa mise en œuvre. Et parfois, c'est en décalage. Vous allez être amené potentiellement à démarrer votre projet avant le lancement d'un appel à projet avec tout ce que ça peut impliquer, effectivement. On ne sera peut-être pas totalement dans les clous. Enfin, il y aura peut-être. Tout ne sera pas complètement interconnecté entre l'appel à projet et la façon dont vous allez dérouler votre projet. Néanmoins, dans ces cas-là, nous, on est quand même en capacité de recevoir les demandes d'aide publique. Il y a un formulaire, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de points, enfin, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent figurer sur ce courrier, mais en tout cas, c'est un courrier qui vous permet d'attester la demande d'aide publique avant le démarrage du projet. Donc ça peut être important parce que ça peut être dommage aussi de louper un projet qui a démarré un petit peu avant le lancement d'un appel à projet. Donc à federftj@maregionsud.fr, je pense que ça pourra être possible. Voilà, ça c'est une petite précaution juridique. Bonjour, je posais une question. Alors j'ai bien compris que c'était pour l'industrie. Donc moi je suis directeur régional d'une association qui accompagne des entrepreneurs individuels qui s'appelle l'ADI. Un des enjeux de la transition juste pour les entrepreneurs individuels, c'est de faire eux aussi leur transition, notamment avec la mise en place des zones à faible émission, enfin, d'où ma présence, parce qu'elle est très prégnante cette question dans les Bouches-du-Rhône. Et donc du coup ma question c'était qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans les fonds, enfin en tout cas dans le programme, qui permettrait à ces entrepreneurs individuels de finalement subventionner aussi leur transition écologique, c'est-à-dire en fait pouvoir accéder à un véhicule propre ou moins polluant qui leur permettra de travailler tout simplement. Donc voilà, ça peut être un fonds de fonds, mais du coup ma question c'était sur cette cible-là, non pas des TPE, mais vraiment de l'entrepreneuriat individuel qui est massif. Est-ce qu'il existe des leviers ou des pistes pour pouvoir travailler sur cette question de la transition écologique? Merci. La transition, ça dépend dans quel domaine, hein, parce que bon, si on prend votre exemple de véhicule, il n'y a rien à ce stade pour aider les entrepreneurs sur ce sujet-là. On n'a pas dans le volet mobilité, c'est pas ce qui est ciblé. Après, il y a peut-être d'autres sujets. Moi, je vous encourage à regarder précisément l'objectif stratégique 2, mais pas que. Il faudrait peut-être voir aussi l'objectif stratégique à voir, tout dépend du thème, de comment c'est traité, à quel niveau. Parce qu'en fait, il y a l'entrée thématique, mais il y a aussi l'entrée stade de développement. Il y a tout un tas d'éléments à regarder. Donc, mais c'est vrai que sur votre exemple précis, là, je ne vois rien dans notre programme 21-27. Voilà, je parlais de notre programme. Hein. Du coup, aller voir sur le site de Ma Région Sud. Et il y a, il me semble, dans le cadre d'intervention zéro émission en route, un financement. Okay. On va faire doublon. Vous indiquez que la valorisation des déchets était exclue de cet appel à projet. Est-ce que énergétique, oui. Donc, est-ce que il n'y a pas un vide là-dessus pour que si on parle de décarbonation de l'industrie en production de chaleur ou d'électricité verte, est-ce que parce qu'il y a un autre appel à projet ou c'est lié à l'Europe? Question très intéressante. Je ne sais pas, peut-être Michel Wolf, vous pouvez répondre sur cette question de la décarbonation. Alors, je ne sais pas de quelle industrie vous parlez, mais la décarbonation s'adresse exceptionnellement aux industries émettrices. Des secteurs qui ont été présentés, des 4 secteurs qui ont été présentés par la France dans sa demande d'extension territoriale du fonds du FTJ. Donc la France a présenté
une demande d'extension territoriale du FTJ à d'autres régions. Bon, les Bouches-du-Rhône n'étaient pas concernées puisque elles faisaient partie de ce qu'on appelle l'annexe D, c'est-à-dire l'annexe au rapport pays de 2020. Et donc, suite notamment à une augmentation du budget du FTJ, la France a sollicité la Commission pour étendre les territoires qui bénéficiaient du FTJ. Donc d'autres territoires ont été ajoutés aux 2 territoires d'origine, qui étaient les Bouches-du-Rhône et le département du Nord. Nous avons maintenant 10 territoires qui sont bénéficiaires sur 6 régions. Lors de cette demande, la France a précisé un certain nombre de secteurs d'émission. Et ce sont ces secteurs-là qui sont concernés par les mesures d'assistance à la décarbonation. Donc, je prends un exemple très concret. Le secteur de l'automobile a aussi été demandé par certaines régions. Le secteur de l'automobile ne fait pas partie des 4 secteurs qui ont été inclus dans la demande française. Donc, le secteur de l'automobile n'est pas concerné par le soutien à une décarbonation. Même chose, par exemple, pour les zones portuaires. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des secteurs d'émissions principaux. Maintenant, à partir du moment où on aura une stratégie d'intervention qui nous explique comment cette réduction des émissions va impacter le territoire au niveau socio-économique et où on aura identifié des actions, des mesures qui permettent de réduire cet impact négatif de la transition énergétique, à ce moment-là, on aura des secteurs qui devront être soutenus parce qu'ils sont impactés. Ce n'est plus la même chose des secteurs qui sont soutenus parce qu'ils émettent. Ce sont des secteurs qui sont soutenus parce qu'ils sont impactés. Donc il faut bien faire la distinction entre ces 2 types de soutien dans le cadre du FTJ, sachant qu'encore une fois, le premier, nous le considérons comme exceptionnel, de soutenir la décarbonation, et on a vu comment pour les grandes entreprises, mais il n'y a pas que des grandes entreprises, il y a aussi des PME qui peuvent participer, par exemple, au régime d'échange des quotas, comment ces entreprises peuvent être soutenues pour la décarbonation. Encore une fois, l'objectif du FTJ n'est pas de décarboner, mais d'accompagner et de réduire l'impact de la réduction des émissions. Et donc, pour répondre à votre question, c'est lorsque la stratégie sera claire et complète, et où on aura bien compris quelles sont les mesures nécessaires pour limiter l'impact, y compris en termes de soutien aux entreprises impactées, que là, on saura exactement quel type d'entreprises pourront être soutenues, quelle entreprise ou de collectivités locales ou d'autres bénéficiaires. Une question du chat. Est-ce que le cumul d'aide est-il possible? Exemple, FTJ FEDER ou FTJ plus France Relance, par exemple. Oui, c'est une très bonne question parce qu'on ne l'a pas précisé dans la présentation, mais c'est un point important. Il n'y aura pas de cumul possible entre la relance, France Relance et puis FTJ ou FEDER. Voilà, donc il va falloir faire des choix. C'est pour éviter tous les doubles financements, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, les fonds de France Relance sont des fonds européens qui financent. Donc, en fait, ça fait double financement. Voilà. Donc, c'est ça qui est exclu. Ça sera bien rappelé dans les appels, hein, par contre. Voilà.
à côté, mais j'ai déjà insisté sur la question de la mobilité, justement. Qu'est devenue la mobilité dans le dispositif FTJ? Quand je dis qu'est-ce qu'elle est devenue, c'est par rapport à la notion de transport, puisqu'au début, il y avait un petit peu des hypothèses de pouvoir financer des modes de déplacement. Donc voilà, ma question elle est simple, qui est devenue la mobilité et donc le transport, parce que bon, effectivement, en interne, on a quand même pas mal de questions au niveau métropolitain sur ce sujet. Et c'est vrai que j'aimerais bien être certaine, enfin, en toute chose égale par ailleurs, de ma réponse, éventuellement. Alors, à ce stade, elle n'est plus. Hein, voilà. Mais encore une fois, je veux le redire, hein, on est en travail, hein, on a des échanges à avoir avec la commission. Il faut qu'on reprenne un peu notre stratégie. On a du travail encore, donc ça peut, voilà, ça peut encore évoluer. On est vraiment en phase de construction, on n'a pas complètement fini. Donc pour l'instant, à ce stade aujourd'hui, elle ne figure plus dans la présentation. Voilà. Vous avez indiqué que 75% des fonds doivent être programmés avant fin 2023. Donc ça, c'est une contrainte très forte quant à la maturité des projets. Oui, alors cette contrainte, elle est liée à des mécaniques européennes de dégagement d'office, hein, pour la consommation des fonds. C'est très difficile comme objectif, hein, puisqu'on commence tard. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est vraiment pour le dégagement d'office. Voilà. C'est pour cette raison que les 75% doivent être programmés. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a prévu d'ouvrir les gros appels assez rapidement. Voilà. Et il faut que tout soit consolidé, validé. Voilà. Donc on est dans un timing un peu serré, comme vous l'avez compris, et on comprend que ça va se répercuter aussi sur les porteurs de projets. On en est tout à fait conscient, mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Il faut faire avec. Un projet fléché France Expérimentation pour dérisquer le projet, peut-il candidater cet appel à projet? Incapable de vous répondre là. C'est France Expérimentation. Je regarde de plus près. En fait, c'est un dispositif national qui permet à certains projets qui présentent un risque juridique, etc., d'avoir un cadre juridique un peu plus allégé pour aller expérimenter, justement. Et on sait très bien que le problème des PME, c'est l'expérimentation et puis comment financer l'expérimentation. Du coup, comme on est sur écologie industrielle, économie circulaire, où parfois il peut y avoir des enjeux réglementaires et juridiques, est-ce que voilà, il peut y avoir des dérogations ou pas, et cumulables avec les autorisations C'est pas prêt. C'est une question. Non. On ne s'est pas penché plus que ça, hein, sur la question. Ça mériterait peut-être de regarder, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de dérogation de ce type. Dernière question du chat. Est-ce que le cumul est possible avec les certificats d'économie d'énergie? Il faudrait préciser la question, parce que là, c'est trop vague pour... c'est de quel cumul on parle et... Une bonification? Ah, s'il y a... Ouais. En l'état, on ne peut pas répondre. Il faudra avoir une vision plus claire du projet. Faut y voir de plus près. Là, comme ça, on ne peut pas répondre. Ouais. Il faut nous poser la question un petit peu plus précise avec des éléments par mail ou par appel, qu'on puisse échanger davantage sur ce point-là. Caroline Dumont, directrice de l'incubateur Les Premières Sud. Est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas d'âge minimum pour l'entreprise?
Parce qu'il y a pas mal de startups qui ont fini leur projet de recherche et qui cherchent des fonds justement pour lancer de manière opérationnelle le projet. Est-ce que ça peut rentrer dedans? C'est pareil, hein, sur le FTJ, on n'est pas encore à la rédaction d'appel à projet. Hein, mais pour l'instant, les règles qu'on a mises de façon un peu générale sur l'éligibilité des entreprises, des PME en particulier, c'est qu'elles doivent au moins nous présenter un bilan comptable certifié. Donc, ça ne peut pas être au tout démarrage. Voilà. C'est ça, qu'elles soient accompagnées à ce moment-là. Et voilà. On va clore l'atelier. Je vous remercie pour votre participation, toutes les questions très intéressantes qui nous permettent d'avancer également de notre côté. Et puis, je vous dis à bientôt.